Bonjour, mardi midi 12, 18h12 pour nos amis les Européens. Aujourd'hui, émission spéciale. Est-ce que dans ton entourage, toi ou tes enfants, tu es touché par la douance? La douance ou peut-être que tu as entendu plus le haut potentiel. Est-ce que ça t'arrive de sentir que ton cerveau est comme en effervescence, là, puis ça pédale vite, 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 vite dans ta tête, puis des fois que tu te sens décalé un petit peu du reste des gens autour de toi. On parle de douance aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des petites pertes d'attention? Parce que tu discutes avec quelqu'un ou tu écoutes un sujet, puis on dirait que ton cerveau est pas assez challengé. Il n'y a pas assez de challenge pour maintenir l'attention. Intéressant, hein? Ce midi, là, je suis très, très heureuse. Ce midi et ainsi pour tout le mois de mai. Sujet spécial, on parle de haut potentiel et de douance. C'est un sujet qui est tellement méconnu. On a très, très peu de ressources au Québec. Fait que moi, j'ai décidé de contribuer, d'aider les parents, d'aider les intervenants à mieux comprendre cette réalité-là pour mieux intervenir, puis aussi comprendre la réalité des enfants, des adolescents avec plus de compassion. Alors, c'est magnifique. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'être avec vous, d'accueillir une spécialiste. J'ai le bonheur, le privilège d'avoir une spécialiste juste pour nous et juste avec nous, Madame Florence Paris, qui est spécialisée en douance depuis 10 ans. Elle reçoit 200 dossiers d'enfants et d'adolescents par année, et ça pendant 10 ans. Fais le calcul mathématique, là, ça en fait beaucoup. Alors, je suis très, très heureuse de t'accueillir aujourd'hui à cette 115e émission. On parle aujourd'hui le sujet principal, comment repérer les enfants, les adolescents doués. À tout de suite. Qu'est-ce que je suis heureuse de te recevoir, Florence. Bienvenue à l'émission de la télé de Cindy et bonjour. Bonjour Cindy, merci de cet accueil. C'est magnifique. Alors aujourd'hui, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je le mentionne une seconde fois parce qu'il y a des gens qui viennent juste d'arriver. On va parler de douance, sujet spécial, sujet méconnu qu'on va aborder pour tout le mois de juin. On ouvre les portes de cette réalité souvent méconnue avec une spécialiste qu'on a aujourd'hui, juste pour nous, avec nous, dans notre belle communauté d'amour. Je suis très, très heureuse de la recevoir. Et on va voir aujourd'hui, entre autres, comment repérer les enfants, les adolescents qui sont doués ou qui sont avec un haut potentiel, qu'on peut appeler aussi dans un autre jargon. Et on va voir aussi leur fonctionnement cognitif qui est particulier. On va voir des pistes d'éclairage là-dessus. Et on va voir aussi des pistes de repérage pour mieux les repérer et aussi mieux les comprendre. Alors, je sais, on a 25 personnes en ce moment avec nous. Juste m'écrire dans le chat si vous êtes des parents, si oui, m'écrire l'âge de votre enfant et si vous êtes concerné par la douance et comment. Si vous êtes des intervenants, même chose. Si vous êtes travaillé avec des enfants doués, si vous avez des questions sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une spécialiste, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut poser des questions puis obtenir des pistes qui répondent à notre quotidien. Alors, Florence Paris, on s'est rencontrés à Paris. Je donnais une formation, c'était magnifique. 4-5 ans, en plus que ça. Peut-être 6-7 ans, je pense. Hein? Ouais. Alors, la belle Florence, elle est spécialiste depuis 10 ans en douance. Elle est référente académique pour les enfants au potentiel à l'Académie de Paris. Fait qu'on va avoir un petit accent parisien avec nous aujourd'hui. C'est magnifique. Elle a reçu aussi le prix émérite Palme académique en 2017 pour toute l'avancée de son expertise dans le milieu de la douance. C'est magnifique. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours, Florence.
Un parcours un peu particulier puisque j'ai commencé par une école de commerce et mon premier métier, c'était d'être contrôleur de gestion, notamment chez Apple. Ah oui, hein? Absolument rien à voir, hein. Non. Et puis, depuis toujours, je voulais m'occuper d'enfants. Donc, j'ai décidé d'arrêter ce métier-là. Je me suis reconvertie, je me suis inscrite au CNED pour passer le concours. C'est quoi le Et CNED? puis, le CNED, c'est l'enseignement à distance. OK. Parce que les écoles de commerce, ça va pas dans les cases pour passer le concours de professeur des écoles. OK. Donc, je pouvais pas être en première année. Je suis passée directement en deuxième année après avoir passé le concours. Et puis, j'ai été enseignante, j'ai été remplaçante, et puis je me suis spécialisée. Je suis devenue enseignante spécialisée au bout d'un an de spécialisation pour OK. les enfants en difficulté scolaire. Et après ça, j'ai exercé dans un RASED, un réseau d'aide pour les enfants en difficulté, en tant que spécialiste en pédagogie. Hmm. Et ça s'est passé pendant une bonne dizaine d'années. Ensuite, j'ai été enseignante référente pour les enfants avec des dossiers handicap. Et puis, depuis presque 10 ans, je suis référente académique pour les élèves à haut potentiel. Autant les enfants que les adolescents, Florence? Oui, oui, de la maternelle au lycée. Lycée, c'est quel âge pour les gens du Alors, Québec? chez nous, c'est 18-19 ans, OK. mais un haut potentiel, il peut avoir déjà son bac à 15 ans. OK. Donc, en fait, on se réfère pas trop à l'âge. OK, je comprends. Plus à l'année, en fait. Ouais. Ouais. On a ici, on est rendu 31 personnes qui nous écoutent. Merci, merci belle communauté d'amour d'être là avec nous, de vous renseigner sur ce sujet qui, quand j'ai commencé, je veux dire, moi, ça fait comme un an, à peu près un an et demi que je m'intéresse au sujet, mais de loin. Et là, quand j'ai commencé, j'ai dit, OK, le mois de mai, on va offrir un sujet thématique sur la douance. Les gens m'écrivaient, j'ai besoin d'informations. Je me suis rendu compte que c'était un sujet il y avait un creux. Il y a eu réellement un creux d'information au niveau de la douance au Québec. J'imagine que c'est pareil en Europe. De ton côté, c'est pareil? Oui. OK. Mais on a avancé maintenant, hein, petit à petit, on progresse régulièrement. On a ici des mamans, des intervenants très haut préscolaire, parents avec un enfant de 6 ans doué. Bienvenue à Nancy, Audrey, Alexandra, Maïka. Bienvenue à Pause Parents Maison, j'adore. Garçon de 11 ans avec un diagnostic de douance. Bienvenue à San. Voilà, j'ai fait le tour. À Maril, à Annie. Oui, 3 enfants, dont un, on soupçonne une douance possible. Bon. Fait que oui, des fois, on soupçonne, mais des fois, on peut confondre, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Est-ce que tu pourrais nous aiguillonner, Florence, sur les principales caractéristiques qu'on peut retrouver chez les enfants, les adolescents, qu'on peut soupçonner un haut potentiel? Alors déjà, nous, ces élèves-là, on les met dans un groupe d'élèves à besoins éducatifs particuliers. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est identifié, alors on dit plutôt identifié que diagnostiqué parce que ça n'est pas pathologique. Quand on est identifié à haut potentiel, OK, on est dans une... juste un instant. Est-ce que tu peux juste nous répéter ce que tu viens de dire? Parce que là, on a une clé extraordinaire. Alors, on ne dit pas diagnostiqué haut potentiel ou doué, on dit identifié. Juste ça, là. Juste ça. Pour un enfant, pour un adolescent, pour un parent, ça fait comme j'aime bien. Parce qu'on sort de cet espace-là du trouble, mais juste comme on est dans une condition plus qu'un Ouais, trouble. OK, vas-y, c'est ça. je trouve ça extraordinaire, oui. D'abord, on est identifié et donc on fait partie de la population de 2,3% de la population. C'est-à-dire que c'est très peu par rapport à la population scolaire. En gros, on en a un ou deux par classe. C'est pas beaucoup. Et quand on est dans le très haut potentiel, on en est encore moins de quantité puisqu'on est à 1 pour 1000. Et est-ce que tu dis comme le 2 tiers de la population en raison de un ou deux par classe ou un ou deux par 1000 pour les enfants qui sont, les adolescents aussi qui sont très, très, très doués.
comment on peut les repérer? C'est quoi les principales caractéristiques? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans un comportement d'un enfant, un adolescent, on pourrait soupçonner de la douance? Alors déjà, souvent, on va les repérer. Alors les spécialistes qui connaissent bien le sujet les repèrent déjà à la maternité. Ils ont Ah une oui. façon de se tenir, de soutenir le regard qui est déjà particulière à la maternité. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et quand on est exercé sur ce type d'élèves, on les repère facilement. Ensuite, ce sont des enfants qui vont mettre en place des apprentissages de la vie beaucoup plus facilement, plus rapidement. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui mettent en place la parole ou la marche ou les deux beaucoup plus tôt. On a des enfants aussi qui vont mettre en place la lecture beaucoup plus tôt. Par exemple, ce matin, j'étais en échange avec une famille dont l'enfant lit depuis qu'il a 2 ou 3 ans. C'est Les vraiment. choses se font beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Et c'est pour ça aussi qu'on a été en contact avec toi, Cindy, parce que quand on met en place ces apprentissages de façon si rapide et si tôt, on a une installation de réflexes archaïques qui ne sont pas en place pour certaines choses. Mhm. Parce que, par exemple, on a des enfants qui apprennent à marcher très tôt, qui marchent déjà à 8 mois, sans avoir mis en place, par exemple, le 4 pattes. Ah ouais. Et ça implique d'autres difficultés et problématiques après, du coup. Ben oui, au niveau de la coordination motrice, Absolument. oui. Alors donc, on voit ça déjà, ça se met en place plus vite et plus tôt. On a aussi des signes d'alerte par rapport, par exemple, à la question de la vie et de la mort. Un enfant à haut potentiel, ça se questionne sur l'existence, sur la mort, beaucoup plus tôt qu'un enfant lambda. Et en général, c'est 2 fois plus tôt. À 3-4 ans, un enfant à haut potentiel, il a déjà compris l'irréversibilité de la mort. Et à 3, 4 ans? À 3-4 ans, ça y est, il a compris. Imagine le taux d'anxiété que ça procure. Mais c'est clair. Puis surtout en ce moment, avec ce qu'on vit avec le COVID. Parce qu'un enfant ordinaire, lambda, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est C'est plutôt quoi le 7-8 Qu'est-ce que tu... 7-8 ans, un enfant classique. OK, classique. OK, OK, ouais. Donc ça, c'est particulier. On a autre chose aussi qui est particulier, c'est que il s'intéresse à des questions particulières, précises et très tôt. Par exemple, facilement, on va avoir un enfant qui s'intéresse à la préhistoire et qui va tout vouloir comprendre de la préhistoire en maternelle, dans les premières années d'école, c'est-à-dire de 3 à 6 ans chez nous. Ça peut être le système solaire aussi. Mais d'où je viens et pourquoi la vie a commencé et comment ça. Ah oui. Ça, c'est caractéristique des élèves à haut potentiel que vous appelez, vous, les élèves doués. Oui. Ils veulent tout comprendre. Ils veulent tout savoir. Ils veulent apprendre tout seuls. Ça, c'est typique des élèves à haut potentiel. Et puis, on va avoir aussi des enfants qui sont plus souvent en action, en interaction avec les adultes. Par exemple, dans les premières années d'école, de 3 à 6 ans, souvent, on peut voir un enfant qui est doué ou au potentiel, qui est dans la cour, qui va s'occuper des petites fourmis, mais il va pas aller jouer avec les autres. Ou alors, il va aller voir sa maîtresse dans la cour et discuter avec les adultes. Parce que les sujets de questionnement des enfants du même âge que lui vont pas l'intéresser. Donc, il va être plus intéressé à discuter, échanger avec des enfants plus grands ou avec des adultes. Puis pourquoi il est moins intéressé? Parce qu'il a une lucidité OK, plus affinée. OK, Il a une perspicacité. Il a une singularité à la vie qui est différente. OK. Il a un système cognitif différent. Puis il est plus accueilli par des adultes que les enfants de son âge? Oui, oui, parce que des questions qui vont être capables de te poser à toi en tant qu'adulte, ça va pas les intéresser, les enfants du même âge. Ah voilà, OK, je comprends. OK. Tu vois? Puis est-ce qu'on a un Maïka ici? Ah, est-ce qu'on pourrait dire que les enfants de douance deviennent adultes plus rapidement? Non, parce que tu as quand même une question de. En fait, on va le voir après.
les particularités du haut potentiel, ça s'exprime par donc ce qu'on vient de voir, un système de pensée qui est plus en avance, et puis un fonctionnement intellectuel différent. Et c'est par les tests qu'on va faire avec un psychologue ou un neuropsychologue, avec des tests, par exemple, WISC. Alors, je ne sais pas vous si vous avez les mêmes tests que nous, mais c'est les échelles de Wechsler qui vont calculer un quotient intellectuel, qui vont faire apparaître un potentiel différent de la norme, donc un potentiel hors norme. Et on va voir un rythme de développement intellectuel qui est supérieur par rapport à la norme attendue pour les enfants du même âge. Mais ce potentiel qui est différent et qui est hors norme au niveau intellectuel, il est décalé par rapport au potentiel qu'on note dans le domaine moteur et affectif. Et c'est ça qui va caractériser ce que Jean-Charles Terrassier appelait la dysynchronie. La dysynchronie, c'est le fait de voir qu'il y a un décalage entre plusieurs maturités dans le développement physique et intellectuel de l'enfant. OK, puis on parlait aussi tout à l'heure, tu parlais aussi au niveau relationnel, ces enfants-là qui sont un petit peu plus comme ils veulent apprendre tout seuls, peut-être un peu dans leur bulle, ou qui sont plus enclins à discuter avec des adultes, avec des questions très très poussées au niveau de l'existence, le fonctionnement. Puis on a quelqu'un ici, on a Maïka qui nous demande quel genre de problème relationnel ça peut engendrer. Alors, ça peut engendrer des enfants qui vont être exclusivement dirigés vers des enfants plus grands ou plus petits. Parce qu'ils vont être assez intolérants par rapport à quelque chose, à des sujets d'intérêt des enfants du même âge. Ils peuvent être intolérants plus facilement à la frustration, ces enfants-là. Donc forcément, ça implique des difficultés pour certains relationnels. Pour d'autres, ça va s'exprimer en termes de difficultés comportementales. Là, ce matin, j'étais en échange avec une maman, avec un enfant qui fait beaucoup de colère, qui a des gros soucis de scolarisation parce que le comportement, il y a trop de troubles de comportement. Parce que il est, par exemple, intolérant à toute forme d'injustice. Donc, dès qu'il est en classe et que un enfant se comporte pas correctement par rapport à un autre enfant ou que l'enseignant a mal parlé à tel enfant, là, ça va s'exprimer de façon colérique, en crise. OK, puis pourquoi que ça va s'exprimer de manière colérique? Parce qu'il y a une faible tolérance? Parce qu'il y a une régulation émotionnelle qui est un peu délicate. Parce OK. qu'il y a une sensibilité qui est un petit peu différente et tout fait un effet un peu loupe. Le haut potentiel, ça fait un effet loupe sur tout, en fait. Ça veut dire qu'une petite chose, quelque chose qui prendrait pas beaucoup d'importance pour toi, pour lui, ça va devenir énorme. Là, on a plusieurs parents qui sont arrivés. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que Florence est en train d'exprimer. Juste nous expliquer qu'est-ce que vous vivez avec vos enfants, si vous faites des liens. Hein, c'est toujours intéressant de faire, d'être en interaction Ouais. ensemble dans la conversation. OK, je comprends. J'aime bien ton expression, l'effet loupe. Parce que ça apporte tout de suite une image aux gens, puis ça permet de mieux comprendre, puis d'avoir plus de compassion, de dire, OK, tout est plus gros. Tout est C'est agrandi, ça. tout est Ça donne des intensifié. dimensions complètement différentes. Ouais. On a ici, Valérie Vivier. Bonjour Valérie, magnifique. Je suis contente que tu sois là, Valérie. On va la recevoir la semaine prochaine, mardi prochain. Il va venir nous Bonjour. parler, ouais, de ce qu'elle vit avec son enfant qui est doublement exceptionnel. Puis les Mhm. stratégies, les conseils, ses conseils en tant que parent, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour mieux le comprendre, mieux l'accompagner. Elle dit tellement, elle décrit carrément ce que je vis avec un ou même deux de mes enfants. Magnifique. Elle dit aussi qu'elle observe de l'isolement chez un de ses enfants. On a ici une question. Est-ce qu'il y a un lien entre TSA, trouble du spectre de l'autisme, Asperger et douance? Intéressant. Alors, c'est une question qu'on se pose souvent et très récemment. J'ai organisé une action de formation cette année sur les troubles TDAH, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, avec ou sans haut potentiel, avec un cabinet de neuropsychologues. Et on se rend compte, vraiment très récemment cette année, l'année dernière, qu'on a de plus en plus d'enfants
avec des troubles du spectre autistique repérés, identifiés. Alors là, on peut dire diagnostiqués pour le coup, parce que là, c'est pathologique. Pour le coup, quand je regarde le nombre de dossiers que j'ai rarement des enfants qui cumulent les deux, qui sont à cheval sur haut potentiel et TSA. C'est plutôt rare. Après, j'ai l'impression que le nombre augmente au fur et à mesure, mais ça reste très à la marge. C'est-à-dire que quand on va regarder un bilan cognitif d'un élève trouble du spectre autistique, les performances vont pas être les mêmes qu'un enfant à haut potentiel. On va avoir des choses beaucoup plus disharmoniques que pour un enfant à haut potentiel, sauf quand c'est un enfant à haut potentiel, comme tu disais pour Valérie, qui est doublement exceptionnel parce qu'il a, avec son haut potentiel, un trouble spécifique associé. C'est tellement intéressant. Ah, je te garderai pour 2 heures, Florence. C'est tellement Alors, on peut faire la intéressant. journée, hein, même. Hein. On a Valérie qui nous confirme, elle dit ici aussi au Québec, on fait le test de Richard. Parfait. On a ici un parent qui dit qu'elle observe beaucoup de rigidité, effectivement, faible tolérance à l'injustice. Est-ce que c'est un Ouais. thème, ça, qu'on retrouve en douance, Ah l'injustice? oui, 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 ça, on le retrouve facilement. Et alors, ce qu'on retrouve avec les études scientifiques par rapport à ça, justement, c'est que il y a une maturité sur la glande qui, qui fait l'intolérance à la frustration. Cette glande-là, au niveau du cerveau, elle mature plus lentement. Et ça explique donc que pour ces élèves-là, ils sont plus facilement intolérants à la frustration que les enfants du même âge, et ça va se maturer plus lentement. Magnifique. On a ici, est-ce que l'anxiété est aussi reliée au potentiel? Alors, ils sont pas tous anxieux, pas du tout. Non. Par contre, cette extrême lucidité, on parlait tout à l'heure de la problématique de la mort et de l'irréversibilité de la mort. Forcément, quand 2 fois plus tôt, tu prends conscience de certaines choses de la vie ou de l'irréversibilité de la mort, ça induit beaucoup plus d'anxiété. Est-ce qu'un enfant de 3-4 ans, il est capable de supporter cette prise de conscience-là? Au niveau psycho-affectif, c'est compliqué, hein? Tellement. Puis aussi de vivre avec cette charge-là aussi. Oui, alors après, nous, on arrive à vivre avec au fur et à mesure, mais à 7-8 ans, c'est peut-être un peu plus facile qu'à 3-4 ans. Ah oui. Les trois. Donc, dans les élèves pour qui on reçoit un dossier, on a souvent des élèves qui sont avec cette problématique de troubles anxieux. On remarque aussi que depuis cette deuxième année scolaire avec la crise sanitaire, pour nous, donc depuis septembre, on a des troubles anxieux avec des troubles déprimés, dépressifs et des tentatives de suicide et des suicides beaucoup plus importants cette année. Autant le premier confinement a été plus ou moins facile pour ces enfants-là parce qu'ils étaient en retour à la maison et ils travaillaient beaucoup plus comme ils avaient besoin. Autant depuis septembre, les autres confinements ou semi-confinements qu'on a mis en place chez nous, ça a été plus difficile à vivre et on a beaucoup plus d'enfants qui ont eu du mal à revenir à l'école au mois de septembre. Ah oui, puis pourquoi? Eh bien parce qu'ils avaient goûté la scolarité à la maison et le fait de pouvoir faire sa scolarité avec des façons plus adaptées qu'à l'école. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans un cours de maths, toi, tu es haut potentiel, tu as besoin de 10 minutes pour la leçon, alors que les autres, en moyenne dans la classe, ils ont besoin de 50 minutes. Ben, ces 10 minutes, tu les prends quand tu es en école à la maison, c'est facile, puis après, tu fais autre chose. Quand tu es à l'école, tu es obligé d'attendre ces 50 minutes. Et ça, c'est insupportable pour lui ou pour elle. OK, fait que ça veut dire que le fait d'avoir l'école à la maison, c'était beaucoup plus aligné avec leur rythme. Absolument. Et les élèves à haut potentiel allaient beaucoup mieux pendant le premier confinement. On n'en entendait plus parler. Ah oui. Ben Ça, oui, c'est quand même révélateur, hein. Et tu vois, on a une commission académique au mois de mai tous les ans pour savoir si telle ou telle demande, on peut l'accepter dans un dispositif particulier en collège. Au mois de mai l'année dernière, on avait moitié moins de demandes. C'est quand même bien révélateur que ce confinement leur a bien convenu là en mars-avril chez nous. puis pourquoi le deuxième confinement n'a pas été aussi convenable pour ces enfants-là?
Eh bien, parce que le deuxième confinement, alors vous, ça a été beaucoup plus long et plus tôt, mais nous, euh, le confinement, la deuxième étape, c'était demi-jauge. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu étais en maternelle élémentaire, ils sont tous revenus à l'école en septembre, sans différence. Donc l'école a repris comme si c'était avant. Avec ou sans protocole sanitaire, ça changeait rien en fait. Le groupe entier dans la classe était le même. Et le groupe différent pour le protocole sanitaire, c'était à partir du lycée pour nous, c'est-à-dire à partir de 15 ans en moyenne. OK. Tu vois? Tu vois, on a une maman ici qui a dit oui, mon fils était tellement heureux en confinement avec l'école à la maison. Et Il oui, nous avouait qu'il pensait que la COVID, c'était sa diété, car il avait tellement souhaité quitter l'école. et oui. Mais oui. Il y a aussi Valérie qui dit, je confirme, en tant que psychomotricienne, en France, je vois des enfants hyperactifs qui sont très intelligents, doués. Les enseignants ont du mal avec cela, alors que les parents y trouvent du sens. Oui, alors c'est pas si vrai que ça. Souvent, quand on connaît pas forcément bien le sujet, on a l'impression que les parents sont fiers et qu'ils vont se vanter d'avoir un élève à haut potentiel. La majorité des situations que j'ai, c'est jamais ça. Jamais. Les parents, en fait, ils sont un peu perdus, ils savent pas trop comment faire, ils ont besoin qu'on travaille en coéducation, c'est-à-dire tous ensemble, et ils sont pas, en général, ils sont pas fiers, hein. Ils se vendent pas. Ben ça, c'est un mythe, hein? C'est un Oui, mythe. c'est ça. Au Québec, on l'a aussi, tu sais, on sait bien, toi, ton enfant est doué, on sait bien, tout est facile, mais oui, il y a des avantages, mais aussi, on dit, ça peut être un cadeau, mais c'est aussi un fardeau parce qu'il y a des défis que doivent traverser ces enfants-là, ces adolescents-là. Les repères sont différents, la compréhension de soi, compréhension du monde est différente. C'est un Oui, aspect, le, et puis les difficultés qu'on rencontre à l'école, on en rencontre aussi d'autres en tant que parent quand on est à la maison. C'est-à-dire que j'ai par exemple un exemple de petite fille pour qui on nous demandait de l'aide, qui était au milieu de l'élémentaire. Pour nous, l'élémentaire, c'est 6-11 ans à peu près. OK. Quand on interrogeait l'école, nous disait tout va bien. Et quand on interrogeait, et l'école nous disait les parents sont persuadés d'avoir fait un petit génie. Ah oui. En fait, c'était un profil particulier puisque au potentiel avec troubles spécifiques dans le passage à l'écrit, donc dyspraxie, dysgraphie. Et cette petite fille, tous les matins, avant d'aller à l'école, elle vomissait. Ah. Et personne s'en rendait compte à l'école. Et pour l'école, tout allait bien. Alors là, c'est particulier pour les filles parce que les filles, elles ont un taux de suradaptation qui est hyper important et on s'en rend compte beaucoup plus tard. On les repère beaucoup moins et on les repère beaucoup plus tard. Par exemple, quand je regarde dans les dossiers que je reçois ou qu'on passe en commission académique, on a entre 15 et 20% de filles. OK. Il devrait y en avoir autant parce qu'elles se masquent. Elles sont moins repérables dues à leur suradaptation. C'est ça. Et si on veut que les gens aillent plus loin au niveau du repérage, est-ce qu'on t'auras un outil pour les aider, Florence? Ah ben oui, je vous proposerai un outil à la fin. On le postera dans les commentaires ou on l'enverra. Je vous OK. enverrai un lien Comme avec aider les gens à mieux repérer. absolument, absolument. On a des signes repérables avec des points communs qu'on retrouve assez fréquemment pour ces enfants-là. Alors nous, je fais partie d'un groupe de travail au ministère qui a travaillé sur ce sujet, qui a produit un vadémécum, qui a produit des fiches outils qu'on pourra aussi vous présenter la prochaine fois peut-être. Et dans ce groupe de travail, on a construit des grilles de repérage en fonction des types d'écoles. Donc à la maternelle, donc de 3 à 5, 6 ans, à l'élémentaire de 6 à 11 ans, et puis au collège-lycée, c'est-à-dire dans le second degré. OK. Dans tous les cas, ça, c'est un élément pour repérer. Ensuite, pour l'identifier de façon certaine, chez nous, on demande un bilan psychologique. Et ce bilan psychologique, il est fait possiblement par un psychologue de l'éducation nationale ou par un psychologue dans le privé. OK. Et ce fonctionnement, ce bilan cognitif,
il va repérer un fonctionnement cognitif particulier. Et c'est sur ça que je voulais insister aussi aujourd'hui, parce que souvent, quand on ne connaît pas forcément bien le sujet, avec les mythes qui circulent, et il y en a beaucoup, on s'imagine que c'est une supériorité. C'est pas une supériorité, c'est un fonctionnement cognitif différent. Et il y a une équipe de chercheurs dans une de nos provinces. Et là, je vais vous proposer un petit film qui a montré, avec des recherches avec imagerie scientifique, que effectivement, avec les imageries, on visualise ce fonctionnement différent au niveau cognitif. Est-ce que vous l'avez, ce petit film, Cindy? Oui, Grégoire, si tu peux mettre le lien. Ah, tu peux nous le faire visionner, on va l'écouter. Oui, c'est très court. Parce L'environnement familial et social est primordial pour un cerveau en devenir. Ça va, Victor? Ces neuroscientifiques français ont toutefois fait des découvertes étonnantes lorsqu'ils ont plongé au cœur du cerveau d'enfants HP. Sur cette image, qui est une image qu'on a obtenue par IRM de diffusion, on arrive à mesurer la connectivité des faisceaux de substances blanches et on voit sur cette image, en bleu, toutes les régions qui sont mieux connectées chez les enfants HP quand on les compare à des enfants avec un QI standard. Donc on voit que toutes les régions centrales, ici, du corps calleux, ce qu'on appelle ici le genou du corps calleux, et là on voit les grands faisceaux longitudinaux, qui sont mieux connectés, qui ont une meilleure connectivité, c'est-à-dire où la transmission de l'information se fait de manière plus efficace. En clair, le cerveau serait câblé différemment. Davantage de connexions entre les neurones, des influx nerveux plus efficaces que la norme. Un héritage en or, en partie génétique. La part innée de l'intelligence et du QI, elle est indiscutable. On la voit dès la naissance, quand on est NAIT avec ce potentiel-là, on va le garder, on va l'utiliser, on va le valoriser si on a été reconnu à temps, ou parfois, malheureusement, et c'est ce qu'on essaye d'éviter, on peut avoir envie de l'oublier, de le laisser de côté, on ne va pas le perdre, mais on ne va pas le montrer si ça nous met trop en difficulté dans les relations sociales ou à l'école. Wow, magnifique. Et oui. Et c'est ça qui fait que ces enfants, on va les repérer parfois plus tard. Mais oui, mais oui. Est-ce que Grégoire il a mis le lien pour si les gens veulent l'écouter au complet? Oui. Et ça dure combien de temps au complet? Une trentaine de minutes? Oui, c'est ça, une trentaine de minutes à peu près, en gros. Il y a Maïka qui me demande d'où viendrait la douance? Est-ce que c'est héréditaire? Ah, c'est une question qui se pose, qui n'est pas prouvée scientifiquement, mais qui est largement soupçonnée. Et d'ailleurs, on se rend compte que dans les dossiers qu'on reçoit ici, en commission académique ou pour la cellule, on a souvent des fratries. Et quand on regarde, et vous allez voir dans cette petite vidéo, je crois qu'on en parle, quand vous regardez l'arbre généalogique d'enfants à haut potentiel, vous en retrouvez un certain nombre dans le même arbre généalogique. C'est comme la dyslexie. La dyslexie, je suis pas sûre que ça soit prouvé que c'est héréditaire ou génétique. N'empêche que quand on a un quelque part dans une famille, tu vas en retrouver un certain nombre dans l'arbre généalogique. Et puis, ce que disent certains spécialistes, c'est que quand tu as un enfant à haut potentiel dans une famille, il est quasiment certain que tu as au moins un des deux parents qui l'est. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que des parents se détectent à l'âge adulte par le suivi de leurs enfants. Là, par exemple, juste avant les vacances, j'ai accompagné le suivi d'une petite fille par la demande de la maman. Cette petite fille est dans une fratrie avec au moins 3 autres enfants, dont 2 garçons déjà détectés depuis un moment sur le haut potentiel avec des troubles 10. Et le papa s'était jamais posé la question de savoir si cette fille était au potentiel ou pas. C'est la maman. Pour le papa, la fille était tout à fait classique. Et en fait, elle a été détectée il n'y a pas longtemps, très haut potentiel, c'est-à-dire que c'est même pire que ce qu'on pensait. Enfin, pire, c'est dans le bon sens du terme, hein. Et là, on a décidé, juste avant les vacances, de faire raccourcir sa scolarité au moment du collège. Ça veut dire qu'elle va arriver au lycée
à partir de la rentrée de septembre, en faisant 3 années au lieu de 4. Wow, wow. On a plusieurs questions. En fait, juste vous dire, c'est intéressant de voir comment ça répond, comment les gens ont besoin d'informations hein, sur la douance, mais aussi comme des sujets connexes, tant au niveau de détecter la douance, de le repérer, le démystifier, tout ça. Florence, elle a un groupe Facebook que vous allez pouvoir connecter avec elle. Grégoire, si tu veux mettre le lien, s'il te plaît. Je vous recommande de vous... est-ce que tu l'as, Grégoire? Alors, je vous recommande justement de suivre Florence dans son groupe Facebook. Elle partage beaucoup, beaucoup d'outils. Ça va vous permettre aussi d'aller plus en détail sur le sujet d'aujourd'hui. Nous, on va la revoir le 25 mai. 25 mai, ça va être vraiment aussi intéressant. On va parler des différentes pistes d'intervention, les interventions à 4 voies qu'on peut mettre en place au niveau des chefs d'établissement, les enseignants, les parents et l'enfant ou l'adolescent lui-même. Puis ce qui est intéressant, vu que Florence a une grande expérience, une grande expertise, on va pouvoir voir le parcours d'un enfant de la maternelle jusqu'au lycée avec les différentes dispositions pédagogiques qui ont été mises en place. Puis qu'est-ce qu'on peut voir dans le parcours? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? OK, j'avais une autre question. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que c'est une rencontre pour démystifier ce qu'est la douance? Ben oui, un peu en quelque sorte, pour expliquer un petit peu comment repérer, expliquer le fonctionnement cognitif particulier. Est-ce que pouvez-vous nous parler de l'hyperesthésie? Peut-être que là, ça serait comme un sujet en soi. Là. Est-ce que tu peux en parler pendant une petite minute, peut-être? Oui, ben c'est vrai que ça se retrouve souvent quand on entend les parents qui parlent de leur enfant et qui te disent ils supportent pas les étiquettes dans les habits, il faut que je mette les chaussettes à l'envers parce que sinon ils supportent pas. Hier, j'étais avec une famille, la maman me disait il a pas pu faire le contrôle en maths parce qu'il y avait trop de bruit dans la salle. C'est l'effet loupe dont on parlait tout à l'heure en fait. Il y a certains sens, et ça dépend des enfants, qui sont un peu amplifiés. Ça peut être le kinesthésique, ça peut être les oreilles, mais ça peut être aussi les yeux. En fait, ça va dans tous les sens. J'avais interrogé un garçon qui était en lycée il y a quelque temps quand j'étais dans le département sur l'Académie de Versailles. Et ce garçon disait, mais je me suis rendu compte de cette hyperesthésie moi-même. Je me rends compte qu'au niveau de ma vue, ça prend aussi des proportions plus importantes. J'arrive à voir la nuit là où les gens ne voient pas. Et ça, c'est des expériences, enfin, c'est des témoignages de personnes qu'on peut repérer et qu'on peut recueillir. Parce qu'on peut aussi l'identifier aussi avec l'hypersensibilité, mais là, tu nous parles presque d'une hypervacuité, là. Ouais. Oui. On a ici, est-ce que douance et QI viennent automatiquement ensemble? Alors, chez nous, oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a des outils de repérage. Et puis après, pour identifier de façon définitive le haut potentiel, chez nous, ça passe par un bilan neuro ou cognitif. Et ce bilan, et c'est ce que disait Olivier Revol, le docteur tout à l'heure que vous avez entendu dans la vidéo, il va faire une évaluation de quotient intellectuel, de QI. C'est ce QI qui va situer l'enfant sur les 2,3% de la population, c'est-à-dire à partir de 130, ou sur les 1 pour 1000, c'est-à-dire à partir de 145 de QI. OK, vraiment. Chacun des sujets, là, on a comme un petit aperçu, puis on pourrait y aller vraiment comme en profondeur, hein? Tellement. Parce que, puis en plus, on a aussi ici un parent qui dit, ah oui, si on ne l'avait pas découvert avant, est-ce que c'est grave? Parce que ça, c'est une maman qui dit que sa fille, je l'ai vue un petit peu plus haut, elle dit que, OK, sa fille Marie-Soleil a 18 ans, on vient de détecter sa douance, alors qu'elle avait été diagnostiquée dyphasique dès 4 ans parce qu'elle ne parlait pas. Ce qu'il faut comprendre, je sais de qui on parle, c'est un enfant aussi adopté qui arrivait de la Chine, qui peut avoir aussi d'autres particularités reliées à ça. Mais est-ce que c'est grave? Mais non. Diagnostiquer plus tard. Mais non, c'est pas grave. Et c'est jamais trop tard.
Je vais vous donner l'exemple d'une personne de 80 ans qui a été identifiée par une des personnes spécialistes avec qui on travaille régulièrement. Et cette personne me disait, je l'ai détecté presque par hasard, parce que il devait y avoir des tests pour évaluer la mémoire ou des choses comme ça. Tu vois, peut-être qu'il se demandait s'il y avait quelque chose de l'ordre d'Alzheimer ou autre. Et là, on a identifié le haut potentiel. Cette personne envoie des fleurs à la personne qu'il a identifiée tous les ans à son anniversaire pour la remercier parce que enfin, elle comprend toutes ces différences qu'elle avait détectées depuis toujours, en fait. Mais les personnes qui sont dans ce profil-là se culpabilisent. 2,3% de la population, quand tu es comme ça, c'est toi qui n'es pas bien, qui n'est pas comme il faut. Donc, à partir du moment où on l'identifie, là, ça fait baisser un poids sur les épaules qui est incroyable. Et enfin, quand la personne se détecte, et là, par rapport à cette jeune de 18 ans, mais enfin, ça permet de comprendre que ce haut potentiel a sans doute aidé à compenser ce trouble spécifique de façon bien plus haute que s'il n'y avait pas eu du haut potentiel. Tout à l'heure, j'étais en réunion d'équipe éducative dans une école avec une petite fille qui est en milieu d'élémentaire, donc à 8-9 ans. On vient de détecter, et encore, c'est pas tout à fait sûr qu'elle est avec de la dyslexie, parce qu'il y a ce haut potentiel qui masque le trouble 10 et qui modifie l'expression du trouble des apprentissages. Et donc, c'est souvent qu'on détecte le haut potentiel plus tard. On détecte d'abord le trouble des apprentissages. Là, en l'occurrence, pour cette jeune, c'était la dyspraxie. Et on identifie le haut potentiel après. Et c'est une double chance. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les doubles exceptionnels. Parce que les particularités du haut potentiel et du trouble spécifique vont donner des facettes comme si c'était des pépites d'un diamant, en fait. Oh, c'est beau. Oui. Mais vraiment. Et toute la question, ça va être de trouver son mode d'emploi. En fait, c'est un peu comme si, tu sais, t'es au volant d'une voiture Ferrari, mais t'as pas le mode d'emploi. Oui. Donc, toute la question, ça va être ça. Ça va être de trouver ton mode d'emploi pour réussir à la conduire correctement et à te débrouiller dans la ville, dans la montagne, partout, comme il faut. La problématique, c'est quand on n'a pas encore trouvé son mode d'emploi. Et aussi, la problématique aussi, c'est quand on se sent différent, on ne sait pas pourquoi, on se sent coupable de ne pas être comme les autres. C'est ça. On a des grandes questions existentielles, des grandes quêtes de justice, on se sent déconnecté des autres, puis on sait pas pourquoi. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Fait que le diagnostic, en fait, ou des outils de repérage peut être très aidant, peuvent beaucoup apaiser. Et l'enfant et l'adolescent et aussi tout l'entourage, les parents. C'est ça déculpabilise. Ah oui, beaucoup. On peut mettre, tu avais un beau petit cadeau pour les gens, Florence, par rapport au repérage, pour aider les gens à identifier, à repérer les caractéristiques chez leurs enfants, leurs adolescents. Grégoire, est-ce que tu peux nous mettre le lien? Tu peux nous en parler? C'est quoi? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, Alors oui. Ouais, comme il y a 47 personnes, il y a des gens qui l'ont pas nécessairement entendu au début quand on en a parlé. Alors, je vous disais, c'est un outil qu'on a construit avec le groupe de travail au ministère de l'Éducation nationale pour repérer ces enfants-là quand on les a dans une classe, par exemple. Et donc, c'est répertorié en fonction des écoles. Donc, chez nous, la maternelle, après l'élémentaire, après le second degré en collège et en lycée. Donc, en réalité, il va y avoir 4 grilles de repérage qui vont vous aider à savoir si, peut-être on est dans ce champ du haut potentiel ou pas. Et après, quand on a rempli cette grille-là, on peut aussi aller voir sur un autre outil qui s'appelle l'outil des 6 profils de haut potentiel que je vous mettrai en ligne si vous voulez. Ça peut aussi donner un descriptif du type de haut potentiel devant lequel on est. Parce que ce qui est aussi ça qui est compliqué avec cette population-là, c'est qu'il n'y a pas un haut potentiel pareil qu'un autre. Donc, quand on va trouver quelque chose qui va bien fonctionner avec un élève à haut potentiel, un élève doué, mais c'est pas ça qui va convenir pour l'autre. Donc, il faut tout inventer au cas par cas. Et c'est ça qui nous met, nous, à l'école, un peu en difficulté. Il n'y a pas une réponse classique. Il n'y a pas une recette pour tous, ouais. Non. Il faut innover. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant.
Puis oui, puis en même temps, ça nous amène, nous, en tant qu'intervenants, en tant que parents, à être beaucoup plus sensibles à la réalité de chacun. Puis dans notre accompagnement, avoir un accompagnement encore plus de qualité, parce que comme c'est différent, l'écoute, on n'a pas le choix d'avoir une écoute puis une pleine présence pour mieux accompagner l'enfant. Fait C'est que ça nous ça. fait développer des belles qualités Oui, d'accompagnement, d'ajustement, de présence, de créativité, d'innovation, comme tu disais. Oui. alors oui, oui, des enfants qui sont souvent très, très créatifs, les enfants doués, hein. Oui, souvent, oui, oui, oui. Il y avait une maman qui me disait que son enfant était très, très intéressé à la robotique Ouais, il y a 4 ans. ouais, eh oui. Ouais, la robotique à 4 ans, oui, oui, oui. Oui, ils ont des sujets qui sont hyper précis et ils vont aller jusqu'au bout Oui, c'est ça. de la connaissance de ce sujet. Alors, je vais remettre le lien ici pour le groupe Facebook de Florence. Florence, elle donne beaucoup d'outils dans son groupe. C'est possible aussi de poser des questions. Si vous avez des sujets d'intérêt, les gens, ils peuvent te demander dans le groupe, est-ce que tu pourrais nous parler de tel truc? Je suis sûre que tu as plein de ressources à leur partager. Oui, Parce qu'on peut le faire ici sur notre page, oui, mais en même temps, elle a déjà sa communauté spécialisée sur le sujet. Je pense que ça va être encore plus aidant pour vous d'aller la rejoindre sur son groupe. On a partagé l'outil d'aide au repérage qu'elle nous offre si gentiment, si généreusement. Merci, hein. Merci. C'est mais c'est l'objectif, c'est qu'on mette tous ensemble, on ira beaucoup plus loin que tout seul. exact. Il faut qu'on se partage, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe aussi, il s'appelle Réseau d'entraide, c'est pour qu'on s'apporte les uns les autres en fonction de sa personnalité, mais aussi en fonction de son métier. Mm. Et les enfants qui sont avec les parents, qui sont avec les enseignants, les chefs d'établissement, tous ensemble, on s'enrichit. Oh, complètement. Et Complètement. d'ailleurs, quand on discute avec des chefs d'établissement qui ont participé à nos commissions académiques, ils disent tous le fait de participer, même un directeur académique, le fait de participer à ces commissions, ça m'a appris énormément de choses. Ça me montre comment on peut faire un conseil de classe différemment, comment on peut remplir un bulletin scolaire différemment. Ça invite à plus de bienveillance, plus de tolérance, plus de compréhension finalement qui va aller au bénéfice de tous. Tellement, puis en même temps, comme on disait en début d'entrevue, c'est un sujet qui est tellement méconnu, qui a besoin, Mal. ah oui, mal connu. Il y a Mm. beaucoup de mythes, beaucoup de mythes là-dedans, puis on réalise pas la réalité, ce que peut traverser ces enfants-là, ces adolescents-là qui vivent avec la douance ou qui sont doublement exceptionnels ou triplement exceptionnels, parce que ça Mm. existe aussi. Alors, on a fait le tour aujourd'hui pour l'entrevue d'aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, Florence, aux parents, aux intervenants qui nous écoutent? Alors oui, un mot de la fin. Je pense qu'il faut privilégier de donner la possibilité à ces enfants-là de côtoyer d'autres enfants qui sont comme eux. Parce que dans les apprentissages, dans la construction des apprentissages, on a un effet miroir qui est hyper important. Et cet effet miroir, il peut souvent moins se faire pour nos élèves doués, puisque en général, tu n'en as pas plus que 1 ou 2 par classe. Donc, c'est toujours intéressant de se diriger vers les associations pour élèves à haut potentiel, pour élèves doués, parce que ces associations, elles vont proposer des activités en groupe et les enfants vont se retrouver avec d'autres enfants qui présentent les mêmes particularités. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parlant d'associations, il y en a 2 au Québec. Il y a l'association Haut Potentiel Québec, qui Grégoire, il va mettre les liens. Et il y a aussi l'Association québécoise pour la douance. On est chanceux, on a 2 associations. Ouais. Nous Ah oui. aussi, on en a 2. C'est magnifique parce qu'en même temps, ça permet, ils ont sûrement une couleur différente l'une par rapport à l'autre, fait que ça permet de toucher encore plus de gens dans la diversité. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. Il y a Kayla qui dit merci beaucoup, merci pour toute cette générosité, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais juste vous dire que tout le mois de mai, on est sur le sujet de la douance dans notre infolette. On écrit des articles. Grégoire, si tu veux mettre le lien du site si les gens veulent s'abonner, à chaque semaine, on écrit un article. À chaque semaine aussi, on reçoit un invité à la télé de Sydney pour éclairer ce sujet. Aujourd'hui, on avait Florence
qui nous expliquait un petit peu les outils de repérage, les critères de repérage, pardon, le fonctionnement cognitif particulier. La semaine prochaine, on a une maman qui a parlé de son vécu. Cœur à cœur, elle vit avec un enfant qui est doublement exceptionnel, donc doué et TDAI, trouble d'opposition avec impulsivité, qui est coach aussi PNL, qui va nous donner des stratégies. Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour mieux comprendre son enfant? En quoi le diagnostic l'a aidé? Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie de recevoir le diagnostic? Et comment, justement, avec ses stratégies gagnantes, comment il peut aider les autres parents dans leur quotidien? Ça va être la semaine prochaine, le 11 mai. Le 18 mai, on a un panel, on va avoir 3 parents qui vont nous parler de la douance. On va éclairer comme la douance, est-ce un cadeau ou un fardeau? On va voir qu'est-ce que ces parents-là traversent comme défi auprès des autres parents, auprès des enseignants, puis qu'est-ce qu'ils ont mis en place justement pour les aider à mieux gérer avec je vais pas dire ces jugements, mais ces perceptions-là différentes des parents et des enseignants. Et le 25 mai, on termine. On ouvre aujourd'hui, on ouvre la porte avec Florence. Le 25 mai, on va refermer doucement la porte avec Florence qui va venir nous parler des types d'interventions différentes. Tu veux nous en parler comme sommairement, là? Oui, là, l'idée, c'est de partir d'études de cas anonymées. On va décrire un certain nombre de situations qu'on a vues, nous, en cellule ou à la commission académique. Et on va détailler le parcours de ces élèves du début de la scolarité à la fin, ou alors le cheminement qui a fait que, hop, on a détecté cet enfant-là et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé après. Et ça va nous permettre de revoir des particularités et puis aussi de voir comment on peut répondre à ces particularités dans le système scolaire. Au niveau des 4 voies. Voilà, c'est ça. Autant le directeur, l'enseignant, le parent. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu voulais dire? La coéducation. Je reviens sur ce sujet-là. Tant qu'on n'est pas dans la coéducation, on n'avance pas. Puis qu'est-ce que tu veux dire par coéducation? Et il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est-à-dire qu'il faut entendre le retour, le témoignage des parents de ce qui se passe à la maison et l'inverse. Et il faut mixer les deux. Sinon, on avance tous les deux dans un sens différent, pas dans l'intérêt de l'élève. Et souvent, la problématique que je rencontre dans mon expérience professionnelle, c'est qu'on n'entend souvent pas les parents. Et pourtant, c'est grâce à ça qu'on avance plus loin. Et pourquoi c'est grâce aux parents qu'on avance plus loin? Parce que les difficultés, les problématiques s'expriment d'abord dans le milieu de la famille. Ah ouais. Tout à l'heure, je te disais, cette petite fille qui vomissait tous les matins avant d'aller à l'école. À l'école, on avait l'impression de rien. Alors qu'à la maison, c'était un cauchemar. Donc, il faut entendre les différentes voix. C'est essentiel. L'enfant ne s'exprime pas de la même façon dans son milieu familial et dans son milieu scolaire. Pour avoir la vue d'ensemble. Oui. Mieux intervenir. C'est s'allier. Mon Dieu, j'ai des fois. Voilà, c'est ça. S'allier. Une approche unifiée, tu vois. Ouais. On a Kayla qui dit merci à vous 3. Oh, merci, belle compétence. Merci Florence. Merci, vraiment très intéressant et humain dans l'approche. Mais oui. Un grand merci à Florence Cindy pour le travail génial que vous faites. Il y a quelqu'un qui donne ton nom de famille, on l'a donné. On a mis le lien, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Florence d'avoir accepté gentiment, généreusement d'aider les gens, de donner l'information, d'aider les gens à mieux comprendre cette réalité-là. Merci d'avoir créé cette émission et ce sujet pendant un mois. Je trouve ça génial. Ah oui, les besoins sont criants. Ah oui, oui, oui. Oui, tellement. Alors, nous, on va se retrouver le 25 mai pour une émission sur les différentes pistes d'intervention. Je voudrais remercier toute ma communauté d'amour. Merci. Merci. Aujourd'hui, partagez l'émission, partagez autour de vous pour aider les parents, aider les intervenants à mieux comprendre la réalité de la douance du haut potentiel. C'est en faisant ces petites actions-là, un pas à la fois, en étant chacun dans nos réseaux, en partageant, qu'on peut encore plus aider ces enfants-là à s'unir puis comprendre leur réalité.
Je vous invite à suivre Florence, pardon. Florence dans son groupe sur Facebook. Et nous, on se voit mardi prochain, 11 mai, midi 12, 18h12. Bonne semaine! Merci, je vous aime. Bye bye. Bye bye. Tu es magnifique! Oh! C'est trop cool.